adopté? Adopté. Monsieur le leader adjoint, pour la suite de nos travaux. Pourriez-vous appeler l'article 2 du feuilleton, Madame la Présidente? Oui. Donc, à l'article 2 du feuilleton, Monsieur le ministre de la Cybersécurité et du Numérique propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 82, loi concernant l'identité numérique nationale et modifiant d'autres dispositions. Alors, je vous cède la parole, Monsieur le ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, très heureux d'intervenir sur le principe de cet important projet de loi qui touche, oui, effectivement, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, Madame la Présidente, l'identité numérique, mais d'autres dispositions tout aussi importantes pour la progression de la transformation numérique de l'État dans son ensemble, mais aussi de la société civile, ce qui est une première, et je reviendrai là-dessus, Madame la Présidente. Donc, l'identité numérique, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, Madame la Présidente, c'est la façon dont on s'y prend pour identifier de façon unique un citoyen dans l'univers numérique, essentiellement. Maintenant, cette identité numérique-là va évidemment se décliner dans différents services. On est tout à fait habitué au fait de s'identifier, s'authentifier lorsqu'on va se connecter sur une prestation électronique de service. On va sur un site Web, on nous demande d'entrer le mot de passe, le mot de passe, le nom d'usager. Maintenant, petite modification supplémentaire, on va vous envoyer un code, on s'assure que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Ça, on est habitué à ça. Maintenant, là où on va un peu plus loin, Madame la Présidente, c'est quand on parle d'attestation numérique. Qu'est-ce que c'est l'attestation numérique? On a tous en poche notre permis, bien tous. La plupart des Québécois ont en poche un permis de conduire, une carte d'assurance maladie et d'autres pièces justificatives qui émanent du gouvernement. On les a en papier, on va à l'urgence, on sort notre carte d'assurance maladie. Malheureusement, petit excès de vitesse, monsieur l'agent nous demande notre permis de conduire. On est habitué à ça. On est aussi habitué, Madame la Présidente, par exemple, à aller acheter du vin à la SAQ. Et donc là, on se fait demander, avez-vous l'âge légal? Et là, on sort notre permis de conduire, on sort notre carte d'assurance maladie. Ce faisant, Madame la Présidente, il y a un bris de sécurité. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous demande, c'est avez-vous l'âge légal pour acheter de l'alcool? C'est tout. Et la réponse à cette question-là devrait être oui ou non. Mais la réponse à cette question-là, c'est votre date de naissance, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de permis de conduire ou votre numéro d'assurance sociale, votre classe de conducteur. C'est ça la réponse qu'on donne, Madame la Présidente, quand on nous pose cette question-là. Et ça, c'est beaucoup trop. Alors, Madame la Présidente, l'identité numérique, donc les attestations numériques qu'on pourra utiliser éventuellement sur nos téléphones intelligents, vont nous permettre non seulement de répondre à des questions « Avez-vous l'âge légal? Êtes-vous citoyen de? Êtes-vous résident de? Ou êtes-vous assuré? Êtes-vous participant au régime d'assurance maladie? » En ne donnant que les informations nécessaires, sans plus, mais sans moins, évidemment. Et là, il y a tous les aspects de notre vie, Madame la Présidente, où on sait qu'on pose ces gestes-là, et où on sait que l'univers numérique va nous permettre, évidemment, différentes possibilités. Donc, l'identité numérique, Madame la Présidente, c'est quoi? C'est un meilleur contrôle sur les informations qu'on donne quand on a besoin de s'identifier, de s'authentifier. L'identité numérique, Madame la Présidente, c'est aussi une capacité à numériser les services. Je l'ai dit, j'ai l'expérience, comme beaucoup de Québécois, où je vais à l'urgence pour un problème de santé, où j'arrive à l'urgence, appuie sur un petit piton, sort un numéro. Pourquoi? Je ne sais pas. Ben parce que dans la chaîne de service, il faut qu'on sache à quel moment, moi, je vais pouvoir être servi. Alors, on a le petit papier. On est au 21e siècle, puis on m'imprime un petit papier avec un numéro. Au 21e siècle. Bon. Je me présente au comptoir où on finit par m'appeler. Je donne mon petit numéro. On me dit, bien, avez-vous votre carte d'assurance maladie? Absolument. Je mets la carte d'assurance maladie. Et là, on m'imprime un bracelet. Ah! Pourquoi? Alors, je mets le bracelet. C'est parce qu'au cas où vous tomberiez inanimé, il faut qu'on soit capable de vous identifier. OK, mais c'est parce que je viens de vous donner ma carte d'assurance maladie qui a une photo au-dessus puis tous les renseignements. Pourquoi j'ai besoin d'imprimer un petit papier pour m'identifier alors que j'ai ma carte d'assurance maladie? Je ne sais pas. Mystère et fromage mou.
Et là, je me présente à l'admission. Vous avez votre carte d'hôpital? Ben, non. Pourquoi? Vous voulez que je fasse quoi avec une carte d'hôpital? Ah là, ça prend la carte d'hôpital. Et là, Madame la Présidente, s'enclenche un processus où la carte d'hôpital, on va imprimer des papiers qui vont être envoyés à l'administration, qui vont être envoyés je ne sais pas où, qui vont... Madame la Présidente, tout ça pourrait être numérisé. Tout ça pourrait faire l'objet d'une transformation numérique. Imaginez les gains d'efficacité. Imaginez la rapidité avec laquelle on pourrait traiter tout ça jusqu'au bureau du médecin. Si on était capable. Et le point d'émission de ça, c'est quoi? Bien, c'est ça. C'est les attestations numériques, Madame la Présidente. Et imaginez l'ensemble des services pour lesquels on pourrait augmenter l'efficacité de l'État et donc augmenter la qualité des services, augmenter la disponibilité des services et augmenter la confidentialité des services dans l'univers numérique. Alors, Madame la Présidente, c'est ça. C'est ça l'identité numérique. C'est ça la volonté de l'identité numérique. Et je vous dirais qu'en consultation particulière, cette volonté-là a été saluée par la très grande majorité des intervenants. Maintenant, il y a des risques. C'est vrai. Je veux dire, ce n'est pas un univers parfait. Il y a des risques. On nous a dit qu'il ne faut pas centraliser toutes les informations parce que sinon, évidemment, une fuite de données devient catastrophique. Encore là, Madame la Présidente, je vous dirais que l'état actuel du gouvernement du Québec, c'est ça qui est problématique. Parce qu'on nous a dit, là, vous allez créer le registre d'identité numérique. Vous allez concentrer toutes les informations d'identité d'un citoyen dans un registre. C'est vrai. Ce qu'il faut comprendre, Madame la Présidente, c'est que quand un ministère ou un organisme donne une prestation de service aux citoyens, il fait exactement ça. Il crée son propre registre d'identité des citoyens. Pourquoi? Parce qu'avant de donner un service, il a besoin d'identifier le citoyen à qui il donne le service. Donc, ce n'est pas un registre d'identité numérique qu'il y a au gouvernement du Québec, c'est des dizaines, voire des centaines. Et ça, c'est autant de surfaces d'attaque, c'est autant de possibilités de fuite de données qu'on ne souhaite pas. Donc, Madame la Présidente, loin d'être un problème, la vision du gouvernement, c'est au contraire d'éliminer ces dizaines de registres-là et de s'assurer qu'il n'y en a qu'un. Pourquoi? Pour des questions de sécurité. Vous comprendrez que c'est plus facile et ça consomme moins de ressources de protéger un seul que d'en protéger des dizaines. Je pense que tout le monde comprend ça assez aisément. Ensuite, ça évite la distorsion, les doublons dans les informations parce que ces dizaines de fichiers-là ne peuvent pas être mis à jour en temps réel. Donc, mon identité dans un service que je consomme régulièrement risque d'être à jour. Mais il y a des services qu'on consomme beaucoup moins régulièrement. Et ça se peut qu'il y ait des informations qui datent, qui soient périmées, mais qu'on conserve, qu'on continue d'avoir. Et ce qui fait que vous allez recevoir une lettre à une adresse à laquelle vous n'habitez plus depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que les fichiers ne sont pas à jour. Et ça, c'est arrivé au gouvernement du Québec. Voyons donc, j'habite plus là, ça fait des années. Voulez-vous me dire pourquoi vous m'envoyez une lettre? Bien, parce que les fichiers ne sont pas à jour. Donc, si un fichier unique auquel tout le monde se réfère, bien, tout le monde a une information qui est à jour, qui est à date. Autre avantage, Madame la Présidente, avec l'identité numérique, le citoyen se connecte, voit évidemment ses renseignements d'identité et contrôle ses renseignements d'identité. Pensez au fameux changement d'adresse, Madame la Présidente. Le chemin de croix, le parcours du combattant que c'est de changer son adresse dans l'administration publique. Pourquoi? À cause de ces dizaines et ces dixièmes de fichiers dont je vous parlais. Le fait d'en avoir un seul, unique, le citoyen fait son changement d'adresse, c'est terminé. Puisque c'est la source de tous les services publics, tout le monde vient chercher son information là, bien, tout le monde a une adresse à jour. Tout le monde a la bonne adresse, tout le monde a les bons changements faits en temps réel et le citoyen retrouve le contrôle sur ces données. Alors ça, Madame la Présidente, ça aussi, c'est dans le projet de loi. Pour l'identité numérique, Madame la Présidente, ça prend évidemment un cadre législatif parce qu'il faut évidemment que l'univers numérique, on puisse travailler avec des pièces qui sont reconnues, qui sont authentiques, authentifiées, et ça prend un cadre juridique. Nous créons ce cadre juridique pour l'utilisation de l'identité numérique nationale. Autre élément, Madame la Présidente, très important, la cybersécurité. On le sait, c'est un des 3 enjeux les plus importants pour n'importe quel gouvernement à travers le monde, c'est la protection des systèmes d'information, la protection des renseignements personnels.
Le ministère de la cybersécurité, et ça, je pense que c'est un secret bien gardé, a évidemment la responsabilité de la cybersécurité des systèmes d'information du gouvernement du Québec, mais avec l'avènement du ministère, son rôle dépasse celui du gouvernement. Sa mission, c'est une mission régalienne. Elle est sur l'ensemble du territoire québécois. Or, Madame la Présidente, pour être capable d'assumer cette fonction-là, il faut avoir connaissance des faits. Et malheureusement, sur le territoire québécois, il y a des attaques réussies pour lesquelles on n'est pas avisé, on n'est pas au courant, ou alors on l'est, mais tellement longtemps après les faits qu'il n'y a plus d'intervention possible. Donc, le projet de loi fait deux choses. D'une part, il rend obligatoire la divulgation des incidents de sécurité au ministère pour les organismes publics, mais il va aussi permettre au gouvernement d'établir par règlement des secteurs névralgiques pour lesquels le secteur public, privé, sera tenu aux mêmes obligations. On le sait, Madame la Présidente, il y a des secteurs comme l'énergie, le transport, l'alimentation. Ce sont des secteurs qui sont névralgiques pour l'économie québécoise, pour la société en général. Et on a vu dans le passé des cyberattaques qui ont évidemment créé des soucis assez majeurs, mais ces cyberattaques-là n'étant pas déclarées, la capacité d'agir et d'interagir devient assez difficile. La capacité d'informer aussi, Madame la Présidente, parce que si un secteur est particulièrement attaqué, si on n'est pas avisé de ces attaques-là, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas détecter que, de toute évidence, le secteur de l'énergie fait l'objet d'attaques concertées. Alors qu'avec la divulgation obligatoire, on va pouvoir le savoir et ça va nous permettre d'aviser les sociétés, les entreprises qui sont visées par cette menace-là, de s'y préparer. Ça va nous permettre de déterminer le type d'attaque, de l'origine de l'attaquant. Bref, avec l'information, Madame la Présidente, c'est beaucoup plus facile de se protéger. Donc ça, le projet de loi vient faire ça, et je pense que c'est une avancée extrêmement importante. Autre élément du projet de loi, Madame la Présidente, le courtier en info nuagique, puis je vous dirais particulièrement dans le contexte qu'on vit avec la crise, je pense qu'on peut appeler ça la crise tarifaire. Le courtier en info nuagique, Madame la Présidente, c'est un modèle qu'on a mis en place au début du précédent mandat. Qu'est-ce que ça fait en gros? Bien, c'est ça, c'est un courtier. Donc, les entreprises qui offrent des services en info nuagique vont se qualifier selon des critères très stricts du courtier. Mais une fois qu'on est inscrit, ça permet au ministère et organismes de choisir avec quelle entreprise ils veulent faire affaire. Et c'est au choix, pourvu que ce soit une des entreprises qualifiées à la liste du courtier, c'est au choix du ministère et de l'organisme de choisir l'entreprise avec laquelle il veut faire affaire. On élargit la portée du courtier, qui devient donc le courtier en ressources informationnelles. 3 nouveaux secteurs pour lesquels le courtier va pouvoir agir. Et l'avantage de ça, Madame la Présidente, par rapport, disons, au modèle conventionnel des appels d'offres, c'est qu'une fois que l'entreprise est qualifiée, comme je l'ai dit, le ministère et l'organisme peut choisir sans enfreindre nos règles internationales, sans enfreindre nos ententes, sans enfreindre nos lois, notamment la loi sur les contrats des organismes publics, peut choisir l'entreprise avec laquelle il veut faire affaire. Madame la Présidente, est-ce que j'ai besoin de vous dire que dans le contexte actuel, il serait beaucoup plus facile de dire, par exemple, de favoriser une entreprise québécoise, canadienne, européenne, que dans un contexte classique du cadre des appels d'offres. Donc, pour moi, ça, c'est une avancée. On le limite quand même à certains secteurs qui sont plus névralgiques pour les opérations du gouvernement parce que, effectivement, on pense qu'il ne faut pas non plus délaisser le modèle des appels d'offres qui a ses avantages très certainement.